bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Emmanuel Blanchard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur des universités à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, vous êtes spécialiste de l'immigration algérienne en France avec des ouvrages, aussi bien cette synthèse à la découverte, histoire de l'immigration algérienne en France, que votre thèse qui portait sur la police et les Algériens après la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre d'Algérie. Et vous publiez ces jours-ci, aux presses de Sciences Po, Des colonisés ingouvernables, adresse d'Algériens aux autorités françaises, Agbou, Paris 1919-1940, un livre tout à fait intéressant, on va en parler. Juste avant, je voudrais attirer l'attention sur une actualité éditoriale qui me paraît assez intense, assez importante pour l'histoire de l'Algérie coloniale, puisqu'il y a eu le livre de Marie Cheminot, Sébastien Ledoux, Algérie, la guerre prise de vue, avec des analyses de photos extrêmement intéressantes aux éditions du CNRS. Le livre chez Anna Moza de Mathias Gardet, Voix algérienne, qui a des résonances avec celui-ci, on en parlera peut-être. Et puis à la découverte, le livre d'Alain Ruscio, La première guerre d'Algérie, sur le moment de la conquête coloniale, qui est une somme de 700 pages qui sera vraiment très très intéressante à regarder. Donc voilà, dans cette actualité tout à fait intense, qui montre à quel point on est dans un champ avec beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qui s'écrivent et beaucoup d'inventivité aussi. Emmanuel Blanchard, vous avez fait un livre avec un matériau très original, et peut-être qu'on peut commencer par là, parce qu'il y a vraiment une trouvaille d'archives assez improbable au fond de votre travail. Qu'est-ce qui s'est passé dans une école du 17e arrondissement de Paris? Alors c'est l'école de la rue Lecomte et la trouvaille, c'est pas moi qui l'ai faite, ce sont des archivistes que je tiens à remercier, notamment Agnès Séguin, qui à l'époque a classé ce fonds. Et effectivement, l'histoire de l'archive est au cœur de cet ouvrage, dans le sens où dans mon premier travail, je m'intéressais à la dissolution du Sénat en 1945, et je n'avais pas réussi à mettre la main sur les archives du Sénat. Alors il faut dire ce que c'est. Le service des indigènes nord-africains. Voilà. Effectivement, on va y revenir, plus connu parfois sous le nom de brigade nord-africaine, sous le nom de rue Lecomte, qui est une sorte d'administration coloniale en métropole. Et cette administration coloniale en métropole était sise au 6 de la rue Lecomte, qui est ensuite devenue une école. Et il se trouve que le directeur de cette école, un jour alerté par ses voisins qui se plaignaient qu'il y ait des pigeons qui sortent de ses greniers, choisit de monter au grenier. Et au grenier, il trouve des sacs avec des papiers dedans, c'est ainsi qu'il écrit les choses, et qu'il les descend à la cave. Il les descend à la cave où ces papiers, d'une certaine façon, continuent de moisir, jusqu'à ce qu'une double interpellation lui fasse prendre conscience de l'importance de ces papiers. À la fois, en regardant un documentaire télévisé, il se rend compte que son école a été le siège d'une administration coloniale à Paris. Je ne sais pas s'il le décrit en ces mots-là exacts. Et il se trouve que les archives de Paris lancent un travail de collecte des archives des écoles. C'est le secteur chargé des administrations scolaires qui lance un travail auprès de l'ensemble des écoles. Et c'est ainsi qu'entre en relation ce directeur d'école et les archives de Paris, qui va faire émerger ce qu'on appelle un reliquat d'archives. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé les archives de la rue Lecomte. On a retrouvé une toute petite partie d'un des services de la rue Lecomte. Donc globalement, ces archives demeurent perdues. Peut-être ont-elles échoué avec une des péniches qui ont emporté des archives au moment de l'arrivée des Allemands en 1940. Peut-être ont-elles été stockées en zone sud et plus jamais retrouvées. Peut-être ont-elles été détruites. Nous n'en savons rien. Et on est vraiment face à un reliquat d'archives. Mais un reliquat qui contient un certain nombre de dossiers qui sont particulièrement intéressants et même stupéfiants, d'une certaine façon. Combien de cartons pour avoir une idée ? Alors les cartons, c'est une dizaine de cartons et j'ai analysé exhaustivement ce fonds. Ça fait un gros 1200 dossiers qui ont une épaisseur relativement réduite pour les collègues qui ont l'habitude d'aller aux archives, dans le sens où dans certains dossiers, il y a 2 ou 3 pièces, il y a 30 ou 40 pièces dans les dossiers les plus conséquents, mais ce sont des archives qui ne sont absolument pas normalisées, avec beaucoup d'écriture en coin, etc. Alors ça fait penser un peu aux histoires de sauvetage d'archives en RDA que racontait à ce micro Nicolas Offenstadt quand il faisait de l'urbex et qui tombait dans une usine désaffectée de RDA sur des dossiers du personnel laissés là, et finalement on peut en sauver quelques-uns, mais c'est compliqué. Voilà, on n'a pas la construction d'une série complète comme aiment d'habitude les archivistes et les chercheurs, mais à partir de fragments on peut quand même faire de l'histoire. Alors d'ailleurs, j'ai remarqué que dans les remerciements il y a beaucoup d'archivistes. Est-ce qu'on peut dire que presque c'est une recherche coproduite en partie avec des archivistes qui vous ont accompagné dans ce travail ?
c'est le cas de beaucoup de recherches, mais je peux dire que déjà j'ai eu la chance qu'on me signale ce fonds, du fait des travaux que j'avais menés précédemment, et sur un certain nombre de travaux, et finalement pas tant que ça sur celui-là, j'ai eu la chance de travailler main dans la main avec un certain nombre d'archivistes pour essayer de comprendre des logiques de constitution de fonds. Parce que finalement, ce fonds, il a une logique qui est assez simple à retrouver une fois qu'il a été sauvé par le travail archivistique le plus matériel. Oui, parce qu'il est en mauvais état. Voilà. Ouais, il est en très mauvais état, il faut le reconditionner, etc. Et donc, il y a eu un dialogue de ce point de vue-là, il y a eu même des entretiens avec des archivistes pour essayer de comprendre comment ce fonds avait été reconditionné, puisque l'histoire de ce travail, c'est aussi, avant tout, au-delà de la question archivistique, une prise de position historiographique, même si elle n'est pas clamée dans le livre. C'est l'idée que dans un fonds d'archives, on ne va pas chercher les belles pièces, que j'avais commencé à faire en ouvrant les dossiers, puisqu'effectivement, il y a notamment un certain nombre de courriers dont on pourrait faire des petites micro-histoires extrêmement intéressantes, sans jamais entrer dans la logique qui a conduit à ce que ces courriers soient écrits, adressés à cet endroit. Et c'est à partir du moment où on comprend les circuits et les circulations orales et scripturaires qu'on est en capacité de comprendre le sens de ces pièces. Et donc là, il y avait un parti pris qui était fort et qui fait que cette recherche était véritablement une recherche au long cours. Pendant des années, je suis juste intervenu de temps en temps à l'oral sur ce fonds, mais je n'ai rien écrit parce qu'il y avait vraiment la volonté de le replacer dans une logique d'administration impériale dont ce fonds n'était qu'une émanation, mais dont il donnait des traces particulièrement importantes. Alors, vous avez parlé de circulation, et justement, le pari du livre qui est très intéressant, c'est de faire un trajet géographique et chronologique depuis la cave de la rue Lecomte dans les années 2010 vers les villages de Kabylie des années 1930, aussi bien un déplacement dans l'espace, parce qu'en fait, on a des documents qui sont arrivés en France d'Algériens, mais des Algériens qui viennent de cette région, qui écrivent à cette administration, et donc, avec leur texte, on peut aller finalement jusque presque dans leur village, essayer de retrouver les logiques sociales, et puis un trajet chronologique, puisque voilà, c'est cette période très spécifique, parce que le fond, il est incomplet, on l'a dit, et donc, ce qui reste, c'est avant tout les années 30 et même 34. Exactement. Alors effectivement, 34, ça c'est une logique qui est liée à la logique de perte et de destruction des archives. Au-delà de celles qui n'ont jamais été retrouvées, celles qui ont été reconditionnées et sauvées sont essentiellement des dossiers qui ont été ouverts ou compilé en 1934. Voilà, c'était les dieux des archives qui savaient que vous aviez écrit sur le 6 février 34 et qui du coup vous ont fait un petit clin d'œil. Et donc il y a une année particulièrement importante effectivement, non seulement pour l'historien de la police que je suis, mais aussi pour l'histoire de l'Algérie, avec les émeutes de Constantine à l'été 1934. On est dans une période particulièrement importante, mais comme les dossiers peuvent avoir été ouverts bien en amont et avoir une pièce supplémentaire en 1934, ou un dossier ouvert en 1934 peut avoir des pièces supplémentaires quelques années plus tard, et avec aussi les croisements archivistiques, on couvre bien l'ensemble de l'entre-deux-guerres. Mais ce que vous soulevez, effectivement, la question de tenir ici et là-bas, d'une certaine façon, c'est la volonté de faire de l'histoire dans le sillage d'Abdelmalek Sayad. Il s'agit ici de faire une histoire de l'émigration-immigration. Alors peut-être dites qui c'est, encore une fois, parce que tout le monde ne connaît pas ses travaux. Bien sûr. Abdelmalek Sayad, c'est un sociologue algérien, ancien élève de Pierre Bourdieu, mais on ne peut pas le réduire à son compagnonnage à Pierre Bourdieu, même si Pierre Bourdieu l'a souvent désigné comme un de ses héritiers les plus brillants. Et au-delà d'un héritier, ils ont travaillé ensemble en Algérie. Et ce qu'a fait Bourdieu en Algérie n'aurait jamais été possible sans Sayad. Et Sayad est venu ensuite travailler en France, où il a notamment travaillé sur l'immigration algérienne, même si sa sociologie a une dimension plus large que cette seule sociologie de l'immigration. Et Abdelmalek Sayad, à une époque, puisqu'il écrit à partir du milieu des années 70, seul, il a écrit avec Pierre Bourdieu auparavant, a notamment essayé de poser le paradigme qu'il était impossible de comprendre l'émigration si on partait simplement du point de vue des administrations et des sociétés d'accueil, mais qu'il fallait tout le temps partir du fait qu'une immigration est avant tout, au moins au départ, une émigration, et que c'est cette conjonction qui doit être saisie. Est-ce que c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, qui est aussi une histoire de l'immigration, même si, au travers de cette histoire d'une immigration bien spécifique, je m'intéresse beaucoup plus à la colonialité du pouvoir qu'à la simple immigration. Oui, parce que si on dit un mot de la structure du livre et de la façon dont vous écrivez, vous êtes dans un aller-retour permanent entre des textes adressés à ce bureau dont on va parler
service au service des affaires indigènes nord-africaines, adressé généralement par des immigrés algériens sur le territoire de la métropole, mais qui évoque le plus souvent, ou très très souvent, des histoires de dettes, de familles, de champs, de fontaines, qui se passent au village. Et du coup, à travers ces immigrés, vous saisissez des paroles, des demandes et des adresses au pouvoir, qui est à la fois un pouvoir situé à Paris rue Lecomte, mais au fond, qui est aussi le pouvoir colonial dans toutes ses dimensions, jusque au chef du village et à l'administrateur au pays. Exactement, le premier chapitre est intitulé La République au village kabyle, puisqu'il s'agit de saisir à la fois le lieu de départ de ces hommes, mais aussi le lieu de départ d'un certain nombre de courriers, parce qu'on peut écrire depuis la Kabylie à des administrations situées en Algérie, qui ensuite vont transmettre à la rue Lecomte, parce qu'il y a un immigré qui est pris dans cette relation épistolaire et cette requête administrative. Et donc le point de départ ici, c'est d'essayer de comprendre à quel pouvoir ces personnes ont-elles voulu échapper, que ce soit volonté de partir, une volonté politique de partir, ou qu'elles soient parties pour des raisons qui sont dans un premier temps pas cadrées comme, pas cadrées comme politique. Hein. Et dans un second temps, il s'agit d'essayer de comprendre comment, dans cette région de Kabylie, qui a été conquise, pour reprendre le langage militaire, plus de 80 années précédemment, ces personnes s'accommodent d'un État colonial à laquelle elles ont des demandes qu'elles adressent. Et des demandes qu'elles adressent de leur vie ordinaire. Ici, on part de vie ordinaire, de vie minuscule, qui s'adresse aux nouvelles autorités, mais tout en étant prise dans d'autres circuits de pouvoir, qui sont des pouvoirs locaux, vernaculaires, qui peuvent être religieux ou citoyens, avec des assemblées locales, par exemple. Et c'est ça qui m'a paru particulièrement intéressant dans une discussion qui est une discussion en fait du travail de James Scott. Même si ce livre se veut avant tout un livre fondé sur le récit, un livre où on part de petites histoires pour aller vers de plus grandes questions, il y a une question à laquelle je me confronte en admirateur, mais aussi lecteur critique par rapport à mes propres terrains de James Scott, qui est celle de savoir est-ce que ces populations montagnardes d'Afrique du Nord, qui ne sont pas celles de la Zomia, mais James Scott a aussi un tout petit peu évoqué l'Afrique du Nord, ont voulu échapper à l'État, ou est-ce que c'est pas l'État, au contraire, qui cherche à échapper à ces populations parce qu'elles s'adressent à lui en lui demandant des services, en lui demandant des droits auxquels il ne veut pas répondre. Oui, et cette demande, elle est très intéressante parce qu'au fond, elle appuie sur la tension constitutive du projet colonial, qui est qu'un projet colonial qui se présente comme civilisateur n'accomplit pas les bienfaits supposés de son propre projet et donc n'apporte ni l'eau, ni l'école, ni la route, ni toute une série de choses qui pourraient l'accompagner. Et donc, c'est aussi des Algériens qui mettent l'État colonial face à ses contradictions, face à ses manquements, y compris par rapport à son propre discours. Exactement. Par exemple, une des adresses collectives qui est analysée dans ce livre émane de ce qu'on appelle une Jema'a, une assemblée locale en Kabylie, mais dans beaucoup d'autres régions d'Afrique du Nord, mais une assemblée locale qui est délocalisée dans le 20e arrondissement de Paris. Et il ne se présente pas comme assemblée locale, c'est une suite de signatures non signées, puisqu'il y a des croix, il y a des signatures en arabe, des signatures en français. Et ce qui est important, c'est, par rapport à ce que vous dites, c'est la conclusion de cette lettre, où ces hommes disent, en termes relativement clairs, nous avons dû partir parce que nous vivions dans la misère, nous ne pouvons plus nous occuper de nos propres familles, donc vous, administrateurs coloniaux, c'est à vous maintenant de gérer les fontaines, et nous vous demandons de réparer ces fontaines que nous ne sommes plus en situation de réparer, d'autant plus que maintenant nous payons des impôts, et des impôts conséquents, puisque nous sommes salariés à Paris. Et donc là, on est dans des petites histoires, mais qui sont la grande histoire de ce que j'appelle parfois l'aporie du projet colonial. C'est-à-dire sa contradiction constitutive, c'est-à-dire à partir du moment où le projet colonial n'est plus assis sur la seule domination brute, à partir du moment où on n'est plus dans le commandement militaire des populations, mais où on passe à une étape de l'administration civile, à partir du moment où les répertoires rhétoriques de la colonisation sont
la civilisation, voire l'avancée vers l'égalité des droits, il y a impossibilité de répondre aux attentes, puisqu'à partir du moment où cet État colonial répondrait aux attentes, il annihilerait la condition même de coloniser. Oui, il reconnaîtrait une identité citoyenne, en quelque sorte, à des gens qui ne peuvent pas l'être, puisqu'ils sont dominés par définition. Exactement. Et avec toutes les contradictions financières qu'il y a aussi derrière cette question, puisque en Algérie, à partir du moment où les Algériens se saisissent du système scolaire, alors que pendant des années, il a été dit, un peu dans une perspective justement à la James Scott, qu'ils avaient voulu éviter le système scolaire, qu'ils s'échappaient de cette emprise de l'État pour ne pas dépendre d'une école qui serait l'école du conquérant, l'école du chrétien, l'école des impies, que sais-je encore. Il y a plein de façons de la catégoriser. Dans l'entre-deux-guerres, la question qui se pose n'est plus celle-là. C'est que ces Algériens, ils s'adressent aux autorités pour dire « nous voulons une école. Nous voulons que nos enfants puissent y aller. » Et les autorités sont dans un évitement de cette demande scolaire qu'on retrouve dans la façon dont elles répondent aux courriers, où elles sont aussi dans des formes d'évitement. Vous nous adressez des questions qui sont parfois très précises, mais on vous renvoie à votre condition et au fait que vos questions auraient été mal formulées ou ne seraient pas passées par les bons canaux pour ne pas y répondre. Alors, le service à qui on adresse ces demandes, il faut en dire un petit mot, on a commencé à le dire, c'est le service des affaires indigènes nord-africaines. On a l'impression de quelque chose qui est à la fois très organisé et en même temps un peu bordélique, de gens qui savent ce qu'ils font, qui croient savoir ce qu'ils font, mais qui n'ont pas toujours de prise sur ces Algériens vivant à Paris. Ils aimeraient bien tous savoir où ils habitent, où ils résident, quand ils sont arrivés, mais en fait on se rend compte qu'il y a plein de choses qui leur échappent. Et ils ont une mission qui est double. D'ailleurs, vous reproduisez plusieurs documents, il y a un papier en tête où il y a marqué protection et surveillance. Et ce double terme, à la fois du paternalisme et en même temps de la méfiance, résume assez bien un organisme très contradictoire dans son fonctionnement. Oui. Cet organisme, on pourrait le placer dans la lignée des institutions de contrôle, des institutions répressives, telles qu'analysées dans une perspective à la Michel Foucault. Et c'est commencer à travailler sur cet organisme de cette façon-là. Puisqu'effectivement, il ne faut pas oublier que cet organisme, c'est qui est quand même l'implantation d'une administration coloniale à Paris. C'est ainsi qu'il est dénoncé à la fois par les communistes et les indépendantistes algériens. C'est ainsi qu'il est perçu par la plupart des personnes qui écrivent, puisqu'elles écrivent à Monsieur l'administrateur colonial de Paris, et elles ne se trompent pas, puisque de fait, statutairement, celui qui dirige ce service est bien un administrateur colonial mis à disposition de ce service financé par la mairie de Paris et adossé à la préfecture de police de Paris. Donc on a quand même d'abord et avant tout une institution coloniale au cœur de Paris. Mais si on suit Michel Foucault jusqu'au bout, il faut avec lui rompre avec l'hypothèse répressive. C'est-à-dire avec l'idée que la volonté de savoir, que le désir de puissance, de contrôle, se transforme en réalité. Et ce dont on se rend compte avec ce service, qui a eu des actions répressives, c'est au travers de ce service que l'étoile nord-africaine a été dissoute à plusieurs reprises. Ce n'est pas rien. C'est au travers de ce service qu'un certain nombre de personnes labellisées comme militantes n'arrivent plus à s'embaucher sur les chantiers de régions parisiennes. Il n'en reste pas moins à la fois qu'on se rend compte que quand il cherche une personne, il a besoin que les familles lui disent où elle est, le mettre sur la piste des personnes, autrement il ne les retrouve pas. Il n'en reste pas moins aussi qu'un certain nombre de personnes sont en capacité, en allant au guichet, parce qu'il n'y a pas simplement les relations épistolaires, il y a aussi des relations de guichet, des dizaines et des dizaines de personnes, à l'acmé du fonctionnement du service, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de personnes par jour, se présentent au guichet de ce service et lui adressent des questions auxquelles ce service n'était pas préparé et ne sait pas répondre d'une certaine façon. Et ça, c'est intéressant aussi dans ce que vous savez dire. Le bordel, c'est le bordel de l'archive. Et l'archive nous dit le bordel de l'institution. Puisqu'effectivement, on se rend compte qu'une même personne, on va la retrouver dans plusieurs dossiers, parce que les dossiers ont été mal classés, parce que la logique bureaucratique qui est censée s'imposer est encore très ténue à cette époque-là. On est encore dans une administration faite de briques et de brocs, quand bien même, pour l'entre-deux-guerres, on a quand même une administration avec un total de 80 personnes, ce qui n'est pas rien dans le déficit d'état social de l'époque, puisque c'est aussi une administration sociale du fait que, et c'est là où on est au cœur de ce qui a conduit à la création de ce service, du fait que c'est un service pour des immigrés qui ne sont pas des étrangers. Donc c'est un quasi-consulat.
Voilà, soit on le décrit, les Algériens le décrivent comme une administration coloniale, et les hauts fonctionnaires le décrivent très facilement comme un quasi-consulat. Et donc il doit répondre à tout un ensemble de demandes, et il est très vite déstabilisé par le flux à la fois des courriers et des personnes qui se présentent à ces guichets. Alors, dans ce que vous dites, peut-être qu'on peut souligner aussi pour les étudiantes et étudiants qui nous écoutent, qui parfois commencent leur recherche, il y a des choses méthodologiquement intéressantes qui sont, quand on a les archives d'une institution, on est parfois tenté de croire que cette institution est efficace et de la croire sur parole et de surestimer parfois son pouvoir, surtout quand ces archives de surveillance, de répression, etc. On a l'impression que les gens savent tout et sont très puissants. Et en fait, il faut aussi arriver à retrouver dans ces archives institutionnelles les dysfonctionnements, les incertitudes, la façon dont les projets ne sont pas toujours aussi aboutis que les documents officiels parfois pourraient le laisser penser. Oui, vous avez totalement raison, et c'est encore plus vrai pour les administrations coloniales, puisque Anne Stoller notamment l'a bien montré, mais quiconque s'est confronté à l'archive coloniale, il y a une sorte de volonté démiurgique qui transparaît du projet colonial et de son archive. C'est-à-dire le projet colonial se nourrit de son archive qui se veut capacité à enregistrer, à décrire. À photographier, classer, ficher. Exactement. Alors même que les études qui ont été faites sur le renseignement colonial, par exemple, dans la suite de Christopher Belli ou de Martin Thomas, montrent bien à quel point ces personnes dépendent d'intermédiaires et d'intermédiaires qui leur fournissent d'informations passées au filtre du regard colonial et politisé de ces administrateurs qui ne leur donnent pas du tout accès à la profondeur des institutions vernaculaires et du vécu des colonisés. Et là, on touche à un point important à la fois pour les archives et pour l'enquête. C'est des archives qui sont en français pour l'essentiel, même s'il y a des mots arabes régulièrement, ou des mots kabyles. Mais en tout cas, c'est des archives produites par une administration française et on s'adresse à eux globalement, si j'ai bien compris, la majorité des lettres, en tout cas, sont écrites en français. Mais on a affaire aussi à des gens, ces administrateurs coloniaux, qui, pour une majorité d'entre eux, ne parlent pas ces langues, ne parlent pas les langues de l'Algérie colonisée. Et du coup, ça demande des efforts, finalement, des deux côtés, des efforts de traduction. Les Algériens qui écrivent vont traduire dans un français qui se rapproche le plus un peu des modèles scolaires administratifs leurs demandes. Et puis, les autorités coloniales qui cherchent à savoir ce qui se passe dans tel ou tel village ont besoin de se faire traduire des informations parce qu'une grande part de ce qui se passe leur est inaccessible par la langue. Le CNA, c'est une administration coloniale, mais c'est aussi une instance de traduction, au sens le plus matériel du terme, dans le sens où un certain nombre de personnes y vont pour se faire traduire un courrier, pour bénéficier des services d'un traducteur, mais aussi d'une traduction pour essayer de comprendre quel est ce droit français qui les régit, une fois qu'elles sont en métropole, et en même temps, ces administrateurs ou ces agents du Sénat doivent essayer de retraduire dans le contexte métropolitain un droit colonial pluriel et particulièrement complexe. Donc on a cette instance qui est une institution de traduction. Et ce qui est intéressant aussi dans cette logique de traduction, c'est, comme vous y insistiez tout à l'heure, la question méthodologique. C'est-à-dire que cette archive, elle est le fruit de multiples traductions. Mais ce qui est le cas d'une majorité d'archives. Une archive écrite, quand elle n'est pas une archive administrative pure, est très souvent la retranscription d'un oral à l'écrit et d'un oral qui, que ce soit en niveau de langage ou en termes de langue, est passé dans de multiplicité de registres. Et le pari de ce livre, c'était de montrer que dans un moment où on cherche à accéder pas simplement aux représentations administratives, mais de plus en plus au monde vécu des colonisés, notamment en Algérie, il est possible d'y accéder aussi par une archive en langue française. Que c'est pas parce que l'archive est en langue arabe qu'elle va ne pas être le produit elle-même d'autres processus de traduction, notamment dans cette région où ces personnes, pour la plupart, pas toutes, c'est beaucoup plus compliqué, parlent nativement le kabyle, qui est assez peu translittéré, qui peut l'être parfois au travers de l'arabe, ou de l'alphabet arabe, ou parfois au travers de l'alphabet français. Et donc en utilisant un mot un peu savant, et en partant des travaux de Camille Lefebvre, j'utilise cette expression de dysglossie heuristique. C'est-à-dire que cette archive, elle est particulièrement riche si on la
la replace dans le contexte de pluralisme linguistique des régions de départ et de différence entre les langues écrites et les langues parlées. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce moment où on ne prend pas cette archive comme du français qui nous est donné, mais du français qui est passé au tamis de ces multiples traductions et de l'oralité à l'écrit, on arrive à faire parler l'archive. Parmi ces traductions, pour ces traductions, il y a des acteurs très importants, ce sont les écrivains publics, parce que beaucoup des gens que vous étudiez n'ont pu écrire à cette administration, le Sénat, alors on rappelle que c'est pas Gérard Larcher, hein, c'est le SAINA, Service des Affaires indigènes nord-africaines, ils n'ont pu écrire au SAINA que par l'intermédiaire de personnes qui ont tenu la plume pour eux, qui sont des écrivains publics, qui parfois maîtrisent parfaitement les codes administratifs, ou parfois c'est plus incertain, mais en tout cas, qui jouent ce rôle d'intermédiaire. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ces gens et où est-ce qu'on les a trouvés finalement, qui accomplit ce rôle? Alors, j'ai beaucoup essayé de pister, notamment au travers d'une étude quantitative sur laquelle on reviendra peut-être ou pas, quel était le pourcentage de courriers qui pouvaient avoir été médiés par un écrivain public. Et au bout d'un moment, j'ai abandonné cette piste, puisqu'il apparaissait de façon relativement évidente qu'il y avait des intermédiations scripturaires, mais qu'elles émanaient très rarement de professionnels. Il y a déjà des écrivains publics qui sont des professionnels, mais on est dans un moment où ce métier n'est pas encore exactement constitué, puisqu'il va devenir de plus en plus un métier en Algérie. Et une collègue, Annick Lacroix, avec qui j'ai beaucoup échangé sur ce livre, travaille sur cette question. Mais il se trouve que dans cette région, que je n'ai pas choisie parce qu'elle m'intéressait particulièrement, mais qui m'a été donnée par la cartographie des circulations et des courriers. Donc, d'une certaine façon, la Kabylie, très largement. Dans cette région, le taux de scolarisation était un tout petit peu moins faible que dans d'autres régions. Et donc, ça veut dire que dans chaque village, il y avait une ou plusieurs personnes qui maîtrisaient suffisamment la langue française pour offrir leurs services, que ce soit de façon payante ou non, sachant qu'il y a aussi des écrivains publics en langue arabe, il ne faut pas l'oublier. À l'époque, on en trouve dans l'émigration. À Gennevilliers, on peut trouver des écrivains publics en langue arabe. J'en ai trouvé la trace dans ces archives. Donc il y a toujours la possibilité de se raccrocher à ces personnes. Et il y a aussi une forme d'acculturation à la langue française. C'est-à-dire, dans cette région, il est connu que l'administration demande à ce que les administrés écrivent en français. Ce qui est paradoxal, parce qu'une grande partie des agents administratifs ne parlent pas français. Les caïds, pour certains, ni ne parlent ni n'écrivent français, et eux écrivent en arabe et ont un traducteur qui leur retraduit en français. Mais il est demandé aux administrés d'écrire en français. Et cette acculturation qui a été progressive, quand on travaille sur les lettres de la fin du XIXe siècle, comme l'avait fait Colette Establet, par exemple, on ne retrouve pas la même prégnance de la langue française. Et dans les années 30, et ça avait déjà été noté notamment par Warda Siari Tengour, cette langue française, elle s'impose, même si, et je cite une lettre qui, de ce point de vue-là, est particulièrement intéressante, un certain nombre de personnes qui écrivent elles-mêmes disent « J'aurais aimé vous écrire en arabe, parce que j'aurais pu vraiment me faire comprendre, mais je vais essayer de me faire comprendre avec les mots que vous m'imposez. » Alors vous êtes attentif du coup à respecter les mots qui sont même traduits, précaires, etc. sur ces lettres. Je cite par exemple, on a parlé de cette histoire de Fontaine, ces gens qui écrivent à ce service en disant « C'est bien vrai que vous avez fait tout votre nécessaire pour réparer cette fontaine, mais d'après cela, la réparation était mal faite, que l'eau a perdu de tous les côtés, que nos familles sont en cours de soif. » Sont en cours de soif et en lisant ce passage, j'étais très frappé par quelque chose qui est à la fois très expressif et en même temps qui n'est pas le français scolaire parfait tel qu'on pourrait l'imaginer. Comment les agents de l'État réagissent face à ces demandes qui leur sont quand même lisibles? C'est écrit en français. Comment une demande comme celle-là est prise en compte? Ça passe entre les mains de qui? Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on reçoit ces courriers? Alors, dans un premier temps, ces demandes sont prises avec un relatif sérieux. C'est-à-dire que les courriers... Alors, vous me direz, si on essaie d'aller le plus loin possible, les courriers déchirés et mis à la corbeille, je n'y ai jamais accès. Mais finalement, on voit bien dans les lettres que parfois il est dit « mon courrier n'a pas été reçu » ou il est fait référence à des courriers précédents. Mais on a l'impression, et c'est assez net, c'est ce qui est demandé aux administrateurs, que ces courriers sont pris en compte jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il est apporté une réponse, une forme de réponse à ces courriers. L'administration a cependant l'impression
de tomber dans une sorte de syndrome de Diogène, de crouler sous les papiers, puisqu'elle a l'impression que, au travers des écrivains publics dont on parlait précédemment, mais de ce qu'elle appelle les officines, notamment des instituteurs, des avocats, des avoués, qui se font les intermédiaires juridiques et scripturaires pour la relation avec l'administration, qu'il y a de plus en plus de courriers, et que, d'une certaine façon, elle ne devrait pas en recevoir tant. Et que c'est un problème qu'elle reçoive tant de courriers, puisque finalement, ces administrés, il n'est pas logique qu'elle s'adresse à eux par l'écrit. C'est très important. Ça a même été une revendication des colonisés, portée par Ben Jelloul, qui est une grande figure de la contestation coloniale entre deux guerres, que de, par exemple, pouvoir payer ses impôts en passant par le courrier et sans devoir se déplacer au bureau du percepteur. Puisque ces populations, elles doivent être disponibles, c'est-à-dire elles doivent se présenter au bureau quand on leur demande de se présenter au bureau, mais elles ne doivent pas venir d'elles-mêmes. Et de la même façon, elles doivent éviter de s'adresser par le courrier, puisque ça demande un travail administratif qui demande tout un étoffement des bureaux que, d'une certaine façon, l'administration refuse. Et on voit cette administration qui essaie un certain nombre de fois de demander aux gens de se déplacer et non d'écrire, c'est les ramener à une attitude de relative soumission, leur interdire de passer par la relation administrative pure. C'est leur refuser le statut d'administré. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et dans la façon dont j'ai essayé d'analyser ces courriers avec différentes catégories, il y a une catégorie que j'ai formée et qui pour moi est dominante, c'est la réponse dilatoire. C'est-à-dire on répond au courrier, mais on répond en personne en leur disant « vous n'êtes pas adressé à la bonne administration, vous n'êtes pas adressé à la bonne juridiction », mais sans jamais donner le mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, on le découvre rarement, on le découvre au hasard d'une note où un administrateur essaie de comprendre comment ça aurait dû se passer, mais ne le dit pas, ou exceptionnellement, quand un administrateur fait œuvre pédagogique pour qu'une personne puisse véritablement faire valoir ses droits. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on voit bien que passer par l'écrit, d'une certaine manière, c'est prendre une place quasiment de citoyen et c'est pas tout à fait acceptable. Et en même temps, il vaut sans doute mieux que ces gens passent par l'écrit plutôt qu'ils prennent un fusil, ou plutôt qu'ils passent à d'autres formes de contestation. Donc il y a aussi une forme de reconnaissance de la légitimité de la supplique, parce qu'il y a aussi un répertoire très ancien, y compris sous l'Ancien Régime, y compris dans les pays dits totalitaires. Il y a des gens qui écrivent des lettres à Staline en disant « nous vous réclamons que le kolkhoz marche mieux », etc. Et en général, ces administrations prennent en compte ça avec sérieux, parce qu'encore une fois, si on écrit, c'est qu'on est un peu désarmé et qu'on est en position de suppliant face à un État à qui on reconnaît la légitimité de gouverner. Donc ça veut dire qu'il y a une contradiction finalement. À la fois, on est un peu méfiant face à ces écrits et en même temps, ça reconnaît finalement la relation de subordination coloniale. Effectivement, c'est au cœur de mémoire du chapitre 4, où ce qui est accepté, c'est la supplique, qui est un répertoire d'Ancien Régime, pour le dire vite, et je suis en dialogue avec des modernistes dans cet ouvrage. Et depuis les débuts de la colonisation, il y a eu des pétitions qui ont été adressées. Et tant qu'elles restent dans le répertoire de la supplique, elles sont considérées comme un canal, un des rares canaux d'adresse légitime à l'administration coloniale. Mais dans ces années 30, on est dans une période, dans l'entre-deux-guerres, où le répertoire évolue. À la fois, une partie des personnes politisées, notamment autour du réformisme musulman, considèrent qu'il faut arrêter d'écrire. Il faut arrêter d'envoyer des lettres, puisque ces lettres ne sont qu'un moyen d'informer l'administration qui s'en nourrit sans apporter de réponse. Et donc, il faut agir autrement. Et donc ça, c'est la réponse politique, qui fait que finalement, il n'y a pas eu de gros répertoire de la pétition prenant la suite de la supplique dans l'entre-deux-guerres. Alors qu'on aurait pu, par exemple, en faisant des comparaisons avec le mouvement féministe, avec d'autres pays, en Inde, par exemple, le répertoire de la pétition est devenu énorme. Et le passage ne se fait pas en Algérie. En revanche, il y a un passage à la requête individuelle. Et là, la requête individuelle, si elle n'est pas supplique, si la personne ne se place plus en position de suppliant, on passe à une autre image du bon gouvernement. Ce n'est plus le bon gouvernement auquel on se soumet en lui demandant d'apporter une réponse parce qu'on est dans la misère la plus extrême, et donc le bon gouvernement doit apporter une réponse, et la colonisation est prête à agir de ce point de vue-là, parce que si les personnes sont dans la misère la plus extrême, ça affiche les échecs de la colonisation. Mais à partir du moment où on est au stade de la requête, on est au stade où les populations cherchent à faire valoir des droits. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce livre « Décoloniser ingouvernables », dans le sens où ce qu'il demande, c'est à être gouverné, à être administré, et non pas à être commandé dans des modalités, qu'elles soient d'ancien régime ou militaire.
Les gens qui écrivent ces lettres sont des gens qui ont gagné le territoire métropolitain en quittant la Kabylie, dans un moment en plus particulier, 1934, la crise économique est très dure aussi bien en France qu'en Algérie, donc il y a aussi cet arrière-plan qui est important. Ils l'ont quitté alors que ça ne va pas de soi, et notamment pour l'administration coloniale, parce que c'est aussi un peu un constat d'échec de la colonisation. S'il y a tant de gens qui partent, ça veut dire que le projet colonial, il a des contradictions, et puis ça veut dire aussi qu'en arrivant en métropole, ils vont être gênants, parce qu'ils vont perturber aussi l'ordre colonial, racial à Paris. Donc, on aimerait autant qu'ils ne viennent pas. Donc, il y a à la fois de l'accompagnement des gens qui sont là, que fait ce bureau, mais aussi des formes de découragement, ou en tout cas de méfiance. Un des ressorts de la condition de colonisé, c'est d'être supposément immobilisé. Les colonisés sont ceux qu'on a dépossédés, et soit on les a refoulés dans un certain nombre de lieux, concentrés dans un certain nombre de lieux, soit on les a laissés dans des territoires desquels ils ne peuvent sortir pendant longtemps qu'à condition d'avoir un certain nombre d'autorisations. Et ça a d'ailleurs été une des modalités d'entrer en contact avec l'administration française, c'est que dans cette Kabylie, qui était déjà en mouvement avant la colonisation française, les colporteurs, les marchands, avaient besoin d'autorisation pour sortir de ce territoire. Et effectivement, dans l'entre-deux-guerres, éclatent les contradictions qui ont déjà été importantes dès l'avant-première guerre mondiale, puisque les premières revendications des Algériens qui accèdent à la fonction d'élu, puisqu'il y a des élus à partir de 1900, ça a été de défendre le droit à la mobilité, le droit à la circulation des populations dites indigènes. Et à partir du moment où ces populations deviennent mobiles, il devient très difficile de les cantonner dans la condition de colonisé. Parce qu'un colonisé, c'est le droit qui le construit comme colonisé. Mais ce droit, il tombe en métropole. Il est supposé tomber en métropole, où ces colonisés ne sont plus des indigènes, mais sont des Français. Des Français qui, certes, n'accèdent pas à la dignité de citoyens, mais qu'il est difficile de ramener à celle d'indigènes, puisque les textes qui valent de l'autre côté de la Méditerranée n'ont pas de valeur de ce côté-ci de la Méditerranée. Donc la mise en mouvement et la mobilité vient effectivement marquer l'échec du projet colonial, même si, d'une certaine façon, c'est aussi au travers de ces mobilités, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient sociales, qu'elles soient migratoires, que va se former la petite élite intermédiaire qui est parfois dans l'administration coloniale plus qu'au service de la colonisation, et qui, en maîtrisant un certain nombre d'outils, va pouvoir aussi retourner les armes contre la colonisation française. On pourrait presque dire que ce bureau est une rustine sur un ordre colonial qui ne peut que se défaire par ces mouvements, parce que ça crée des statuts hybrides, des identités hybrides, des gens qui circulent de part et d'autre de la Méditerranée, donc en assumant une qualité de français qui leur a été assignée par la colonisation, mais du coup ils en profitent. Si on est français, on doit pouvoir bouger, et du coup on échappe à ce statut de colonisé, et du coup on a un bureau de 80 personnes qui essayent autant que possible d'éviter que ça déborde, d'éviter que ça circule, quand ça circule, d'éviter que ça provoque des troubles à Paris ou ailleurs, mais face à des mouvements qui sont des mouvements de grande ampleur, des mouvements sociaux, face à des mouvements structurels, finalement c'est presque voué à l'échec. Et c'est une rustine qui peut prendre des décisions, mais des décisions administratives, des décisions matérielles, qui apparaissent relativement contradictoires par rapport à ce qui a parfois été décrit comme au cœur du projet colonial. Il y a toute une littérature qui s'intéresse aux frontières de la sexualité en situation coloniale, comme si ces frontières avaient été bien gardées, au-delà des textes qui les faisaient parfois vivre, que ces textes aient une valeur idéologique ou une valeur juridique. Et il n'y avait pas de texte juridique dans le cas français. Et donc on voit des agents supposés être au service de l'ordre colonial venir au secours de femmes françaises qui ont des enfants avec un Marocain, en négociant avec les administrations au Maroc en métropole pour que ces personnes puissent venir en métropole, alors que les administrateurs coloniaux locaux considèrent que non, il faut faire respecter un certain nombre de règles, qu'il faut qu'elles n'ont pas le droit de venir. Simplement, il y a une tension ici, c'est le départ, est-ce qu'il va créer plus de problèmes dans la région de départ, parce que souvent les personnes ont des familles des deux côtés, et ils sont soutiens de famille des deux côtés, ou est-ce qu'il n'y a pas une urgence à résoudre le problème à Clichy ou Gennevilliers plutôt qu'à Agbou ou dans d'autres régions du Tel.
Et du coup, c'est un aspect fascinant des documents que vous étudiez, c'est que c'est des documents qui concernent toutes sortes d'affaires. On a parlé de Fontaine, il y a des questions liées aux impôts, il y a des questions liées aux terres, il y a des questions vraiment liées à des histoires de famille, voilà, je suis à la recherche de mon frère qui est parti de Kabylie, il est à Paris ou en région parisienne, mais j'ai pas de nouvelles, alors que il aurait dû faire ci ou ça, ou inversement, celui qui est parti a abandonné ses terres, et du coup on peut plus vivre dessus, on peut plus travailler, ou encore celui qui est parti a épousé une Française et du coup il a abandonné sa femme locale. Autrement dit, on pénètre aussi dans des histoires familiales qui disent quelque chose de cette époque coloniale. Oui, et c'est pour cela que ce sont plus des vies ordinaires que des vies minuscules, parce qu'elles soulèvent des problèmes qui sont loin d'être minuscules, et qu'on a des personnes qui se sont parfois déployées bien au-delà de ce que l'on pouvait penser. Effectivement, notamment, cette histoire est une manière de prolonger notamment les travaux de Geneviève Massart-Guilbault sur Lyon dans l'entre-deux-guerres, et de montrer que l'imbrication entre familles, communautés des deux côtés de la Méditerranée est une histoire longue qui est particulièrement importante dès ces années 30, où les concubinages, les enfants, les mariages se comptent par milliers, alors même que la volonté de ne pas les voir a toujours conduit à les redécouvrir. Et ça, c'est extrêmement important. Geneviève Massart-Guilbault disait qu'il y avait une première, seconde génération qui avait émergé dès ces années 30. Et cette première, seconde génération, elle est avant tout métisse, pour reprendre un mot qui était beaucoup utilisé sous la colonisation. Emmanuel Blanchard fait les guillemets avec les doigts pour ceux qui nous écoutent. Et donc, qui est franco-algérienne et franco-marocaine, même si ça n'a pas de sens à l'époque, puisque c'est franco-français, mais de statut différent du point de vue de la frontière coloniale. Parmi les questions qui se posent différemment en Algérie et en métropole, il y en a une qui est absolument fascinante, c'est la question du port d'armes. Pour un Algérien, aller dans une armurerie, je sais pas, à Oran et demander un fusil, c'est totalement impensable et interdit. Le même qui a franchi la Méditerranée pour être manœuvre à Saint-Ouen dans une usine peut, en théorie en tout cas, essayer de se procurer une arme. Et du coup, il y a des gens quand même dans l'administration que ça intrigue un peu. Et oui, c'est le en théorie, en pratique, et qui est important ici, puisque le colonisé, il est immobilisé, mais il est aussi désarmé. Et à partir du moment où il se met en mouvement, il accède aussi à de nouvelles sources d'approvisionnement qui ne sont pas... parce qu'il y a toute une littérature sur le trafic d'armes aux frontières des colonies. Mais effectivement, au cœur de Paris, à côté de la gare de l'Est, il y a des tas d'armureries où des ouvriers algériens essaient de venir chercher un fusil de chasse avant de repartir au pays, puisqu'ils sont très souvent encore dans un processus de noria. Il y a un certain nombre d'armuriers acceptent ces ventes, mais très vite, effectivement, l'administration, alors qu'elle n'a pas de texte pour s'y opposer, va essayer de les empêcher, en tout cas de les enregistrer, et de prévenir l'entrée de ces armes en Algérie. Puisqu'en Algérie, le fait d'accéder à une arme doit rester un fait du prince. Et pour les auditeurs et les auditrices, il faut rappeler qu'on est dans un régime très libéral dans l'entre-deux-guerres sur les questions d'armement. On n'est pas du tout dans un régime d'interdiction. Le régime de la Troisième République sur l'accès aux armes est un régime libéral pour les paysans et pour la bourgeoisie des villes. Les paysans ont le droit d'avoir des fusils de chasse, la bourgeoisie des villes a le droit d'avoir un pistolet, d'une certaine façon. Et donc ce à quoi essaient d'accéder ces ouvriers paysans, c'est aux fusils de chasse dont ils ont été dépossédés de par la colonisation, et qu'ils essaient d'obtenir soit sous des régimes d'autorisation, soit en les ramenant sous le manteau quand ils traversent la Méditerranée. À propos de ces histoires, je signale qu'on a fait une émission avec Pierre Salmon sur le trafic d'armes, cette fois pendant la guerre d'Espagne, dans le fil de l'épée, et aussi qu'il y a un livre très intéressant d'Éric Fournier qui s'appelle La critique des armes, sur l'armement, mais pour le coup des milieux ouvriers, syndicalistes, militants révolutionnaires. Et là, c'est un peu moins simple aussi que pour un paysan français, un fusil de chasse. Les armes, ça fait partie des choses qui sont surveillées, comme pour les sujets algériens, parce qu'évidemment, il y a une portée subversive plus grande. Alors, finalement, ces archives, vous saviez qu'elles existaient, vous ne les aviez pas quand vous avez fait votre thèse, et puis là, vous les avez eues en partie en fragments. Est-ce que ça a répondu à... Voilà, est-ce qu'elles étaient comme vous les aviez imaginées? Évidemment pas en volume, mais est-ce que ces archives que vous avez fini par avoir, peut-être en ayant rêvé un jour de les avoir, maintenant que l'enquête est faite et que le livre est publié, qu'est-ce qui en ressort de cette expérience parcellaire, fragmentaire? Ce qui est sûr, c'est que le questionnaire et les questionnements ont très largement évolué au cours de ces années, et que la tentative de ce livre
est né justement des limites du travail de thèse, comme de tout travail de thèse, qui était trop ancré dans la métropole. Et ce qui était intéressant au terme d'une trajectoire où je suis devenu d'une certaine façon un historien des situations coloniales et non plus un historien de l'immigration en métropole, c'était de réunir ces deux compétences, ces deux centres d'intérêt. Et ces archives avaient l'immense mérite de permettre de le faire, notamment parce que ces archives, elles n'ont rien d'exceptionnel. En fait, des courriers tels que ceux qu'on trouve dans ce fonds, on en trouve dans toutes les archives de communes mixtes, on en trouve dans tous les fonds d'administrateurs coloniaux, bien sûr avec leurs couleurs particulières, avec leur singularité liée au territoire dont ils émanent. Mais les questions qui sont posées dans ces archives sont des questions que l'on retrouve bien au-delà de la rue Lecomte. Merci beaucoup Emmanuel Blanchard. Je rappelle le titre de l'ouvrage Décoloniser ingouvernables, adresse d'Algériens aux autorités françaises à Gbou, Paris 1919-1940, aux presses de Sciences Po. Est-ce que vous avez pour finir un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce micro ? Oui, forcément. On a toujours des conseils de lecture, même si on lit toujours trop peu par rapport à ce qu'on voudrait. Et j'ai découvert, aujourd'hui, ou il y a quelques jours, un livre qui est paru il y a un an, un livre de Raphaël Chériot, Intervention d'humanité, la répression de la traite des esclaves à Zanzibar, qui est une très belle étude, à la fois justement sur les conflits impériaux, non pas simplement entre la France et la Grande-Bretagne, mais avec une vraie place pour le sultanat d'Oman et Zanzibar, une étude particulièrement intéressante sur l'émergence du sentiment humanitaire au travers d'un nouvel abolitionnisme dans la seconde moitié du XXe siècle, la façon dont est porté l'abolitionnisme par des mouvements européens pour intervenir notamment sur la côte Swahili, à Zanzibar, en Afrique de l'Est. Et ce livre, L'intervention d'humanité, qui est issu d'une thèse soutenu il y a presque 10 ans et qui a aussi connu une traduction en anglais, est très éclairant sur ces questions. Merci beaucoup. C'est un livre aux éditions du CNRS qui est sur ma pile de lecture depuis un an et demi, et avec culpabilité, je me dis il faudrait... Voilà. Donc je suis très content, n'ayant pas pu le regarder, que vous en ayez parlé à ce micro de cette façon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.